Et nous voilà donc de retour pour la suite de cette lecture d'article du masque de Pandore de Alastair Crooke. Tiens, je te balance un petit newsnet. Tout ça pour dire, nous en étions là. Oui, merci. Hop. Alors, Alastair Crooke n'a pas forcément la même perception que nous avons des main médias et des médias alternatifs, et en tout cas du gap qu'il peut y avoir entre les deux. Il n'aura peut-être pas nécessairement capté l'étonnement qui devrait être celui qu'on peut avoir, nous, ici, en voyant comme je disais très bien, franchement, elle était super mon analogie ou allégorie euh, de le directeur le directeur de publication de Souke Magazine qui vient faire un article en première page pour dire littéralement tout ce qu'on fait, ça sert à rien, vous souquez dans le vide, le bateau coule, on tourne en rond et franchement, c'est même pas la peine de continuer. Normalement, c'est censé être extrêmement stupéfiant et évidemment, si on peut se permettre de le remarquer, de le faire remarquer avec une telle acuité, c'est parce que nous avons évidemment des sources de données qui sont complémentaires et très nombreuses, et on va sûrement essayer d'y revenir dessus pour ce qui est de ce que j'appelle la théorie H2, l'hypothèse H2. Pardon. Lui, dans son article, il va juste faire le travail salutaire et toujours avec euh, une très grande acuité intellectuelle. Il nous étonne beaucoup par son niveau philosophique, en fait. Mr. Lester Crook, on a eu d'autres articles de lui qu'on n'a même pas eu le temps de réviser, de faire des vidéos dessus, d'en parler, quoi, mais des articles qui étaient d'une puissance fulgurante, absolument phénoménale. Et donc depuis ce moment-là, on s'est dit waouh, certains de ces articles sont classifiés dans la catégorie philosophie, du coup. Euh, Ici, il se pose la question, donc vraiment, on va aller au fond du sujet. Le sujet, c'est euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la tête des gens qui sont immergés dans une civilisation qui a des conceptions, des paradigmes et des solutions, des règles, des us et coutumes en fait. C'est toujours des us et coutumes parce que même la financiarisation c'était une coutume, rien d'autre que ça. En fait ce sont des procédures habituelles répétées quotidiennement de façon classique, ce sont des routines. Donc la société elle est embrigadée dans ses routines et ces routines elles sont très légèrement modifiées petit à petit et ces modifications successives donnent une orientation à l'ensemble de la société. La question qu'il faut voir souvent, c'est qu'est-ce qui a fait que chacune de ces orientations successives ont eu lieu, qui en a eu l'idée, pourquoi, etc. La réponse, le plus souvent, puisque le capitalisme et la finance sont la réponse à tous les problèmes philosophiques, spirituels, du sens de la vie. La réponse à toutes les questions, c'est l'argent. Qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui rapporte pas? Si ça rapporte pas, on peut le jeter, c'est de la merde, on peut l'oublier, ça n'a aucune valeur. Et si ça rapporte, les gens nous félicitent, ils nous ouvrent la porte, nous tiennent la porte, on nous donne des belles voitures, on va dormir dans les hôtels de luxe, dans tous les pays du monde, sur des bateaux, on nous applaudit, on nous félicite, j'ai déjà dit ça. Voilà, tout le monde est très content et très gentil avec les gens qui sont très riches, donc c'est la preuve qu'on a fait le bon choix dans la vie en général. Donc la société, elle marche sur ce rythme-là, parce que c'est ce qui est voulu, et c'est ce qui est consenti par la plus grande masse des gens. Et en plus, les clients achètent ce qu'on leur vend, donc
tout va très bien, hein. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème. Et ben en fait non. Et donc voilà, la sphère occidentale est devenue tellement sujette à une désorientation vertigineuse, et comme c'était prévu de longue date par beaucoup de monde, par la pluie constante de spasmes de désinformation foutus au hasard sur tout ce qui s'écarte ou critique la ligne officielle, et par des mensonges évidents et insupportables, qu'une majorité du monde occidental a commencé à s'interroger sur son propre niveau de santé mentale et celui dans son entourage. Donc, dans son analyse, il se dit que l'auteur de l'article, ici, a pété un câble et que il a pris du recul, il a monté d'un étage, il a essayé de voir, vu d'un haut, ce qui se passe. Il s'est dit, il y a un problème quand même. Et la question de s'interroger sur son propre niveau de santé mentale est très pertinente. Parce que c'est effectivement de là que vient le problème. De toute façon. Quand il dit que de plus en plus de monde commence à entrer dans cette interrogation générale, il a aussi raison. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle cet article a été publié tel quel, parce qu'il faut encore que le journaliste pense à l'écrire, il faut qu'il ait envie, il faut qu'il ait l'opportunité de l'écrire, il faut qu'il le fasse bien, et il faut que ce soit dans la ligne éditoriale, que son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire le comment ça s'appelle, chef de la rédaction, directeur de la rédaction, accepte ça, ou en tout cas même qu'il le lui commande en disant, toi là, maintenant il nous faut un article qui parle du énorme problème dans lequel on est et qui réveille les foules. Je ne sais pas s'il leur a dit ça textuellement comme ça, je ne sais pas. Mais est-ce que tu auras un article qui percute? Est-ce que quelqu'un peut se lancer dans ce sujet un peu vaste? Moi, je vais le faire. J'ai des choses à dire. D'accord, toi, vas-y. Hop, et voilà. En gros, ils ont sorti l'article pour dire textuellement ce qui se passe. Ça va être de pire en pire. Tout va aller de plus en plus mal. Il va y avoir des manifestations, des révoltes. Les gens vont se révolter contre leur gouvernement. Les gouvernements vont partir en courant, comme c'est le cas au Sri Lanka, etc. Ok, très bien. Et tant qu'à faire, dans leur perplexité, dit-il, ici, ils en sont venus à considérer le message de la politique sacrificielle, comme il le disait, et de la financiarisation d'absolument tout comme étant parfaitement rationnel. Ils ont été rendus impuissants, comme paralysés dans une toile d'araignée, ensorcelés. Bon, d'accord. Lui, il a compris au moins ce principe de, comment dire, d'être noyé à l'intérieur d'un système et de prendre conscience qu'on est noyé à l'intérieur d'un système. C'est en général quelque chose dont on n'a pas besoin de prendre conscience tant que le système marche. Et le jour où il y a des problèmes qui nous dépassent, les questions qui se posent sont, bien sûr, il y a un problème psychologique. Quand je dis bien sûr, c'est qu'on peut le voir chez les autres, et donc on le voit jamais chez soi, hein, mais on le voit beaucoup chez les autres. On peut se poser des questions sur la santé mentale, les décideurs, les politiciens. Qu'est-ce qui les pousse à agir de façon inconséquente? C'est incompréhensible. D'autant plus que depuis récemment, depuis les années 2000, les peuples ont acquis Internet et la capacité d'apprendre, de comprendre, d'obtenir des connaissances suffisantes pour savoir ce qui entre en compte dans les décisions, comment les décisions sont construites, et donc de pouvoir les critiquer et les estimer ou au moins les interroger. Ils sont, la plupart des gens, arrivés à un niveau où ils peuvent non pas subir la politique comme c'était le cas avant, en se disant nous on comprend pas tout ça, ils ont sûrement des bonnes raisons. Et maintenant on est à un niveau où on peut voir leur raison d'agir et on peut se dire mais ça va pas. Et donc il nous fait des allusions à ça dans son article
en rapport avec le livre de Lewis Carroll, donc je connais pas, de l'autre côté du miroir. Je connais pas beaucoup de livres, hein, donc c'est pas la peine que je dise je connais pas à chaque fois. Quand j'utilise un mot dit Humpty Dumpty sur un ton plutôt méprisant, il signifie juste ce que je choisis qu'il signifie, ni plus ni moins. La question que cela soulève, dit Alice, est de savoir si on peut donner au mot des sens aussi différents. Et la question, répond Humpty Dumpty, c'est de savoir qui est le maître, c'est tout. Voilà, ça c'est une bonne approche de la dialectique. Et en tout cas, la question c'est que, pas le sens des mots, mais la signification profonde de ce qu'on est en train de faire, les idées, etc. Tout ça peut être interrogé et les dirigeants politiciens n'ont pas l'habitude qu'on les interroge. Et d'autre part, n'ayant pas pris cette habitude qui est saine, ils ont eu tendance à créer leur propre langage et leur propre façon de fonctionner, qui est très particulière. En fait, dans tous les métiers, on a des... comment ça s'appelle? Des terminologies, des langages professionnels qui sont associés au métier et qui se développent avec l'expérience, le temps, la technologie, ainsi de suite. Et en allant un peu plus loin que ça, on a aussi donc des termes qui peuvent revêtir des significations secondaires et qui peuvent du coup faire de l'humour de bureau qui peuvent être ensuite employés de différentes manières alternatives, etc. Et donc progressivement, les langues évoluent comme à l'intérieur de sociétés, mais à l'intérieur de chaque métier. Et donc il y a aussi des métiers comme chez nous, chez moi, dans la prog, où parfois ça va, c'est assez classique quand même de tomber sur des gens qui ne sont capables de dire que 4 mots en français. Il y a juste le, la, des, du, machin, ça c'est français, mais tout le reste ce sont des noms de marques. Et donc c'est le langage, terminologie professionnelle. Et encore c'est gentil, encore ça, parce qu'en politique, ce sont des mots bien dans le dictionnaire, mais ils revêtent des significations particulières. La question posée, c'est celle de j'impose le sens des mots. C'est vraiment une question beaucoup plus vaste en fait, hein. C'est une question de... dans le travail de SAP des médias consiste assez particulièrement à forger graduellement le sens des mots et en particulier à les éloigner des acceptions qui pourraient contenir, on va dire, des réflexions qui peuvent être ensuite subversives par rapport au système. On essaye progressivement de dégager, déblayer du vocabulaire courant les termes qui pourraient nuire au système tel qu'il existe. Et donc c'est de là que vient le principe de la novlangue et ainsi de suite. Donc c'est très marrant, hein, tu vois, novlangue et ce qui se passe dans cet extrait d'un bouquin, Alice, au pays des merveilles. Et ben c'est la même chose, c'est le même principe qui est à l'œuvre. Donc se construit finalement une compréhension et des outils de la compréhension qui sont particulièrement associés de façon, alors le terme exact c'est cybernétique, associés de façon récursive, parce que c'est le métier qui forge les mots et les mots qui forgent le métier, et donc les deux s'influencent mutuellement très fortement au point de constituer un ensemble, un système qui permet d'observer ce qui se passe dans une civilisation à part entière à l'échelle globale, mais là on peut le voir dans des sociétés et dans des métiers. Et donc de toute façon, à l'intérieur même des sociétés, on a les reflets de la société dans les sociétés. Voilà simplement le passage du singulier au pluriel
C'est une échelle de mesure différente qui permet donc d'avoir le recul sur le pluriel qu'on n'a pas sur le singulier. C'était joli ça. C'est un peu ça, hein, principalement l'inquiétude enfin le sujet de cette discussion, de cet article en particulier. Alors attends, ce que j'avais moi, c'est que je vais mettre ça, l'article comme ça, tranquillou. Comme ça, lui, je lui mets ça ici. J'ai mes notes qui sont prises et on peut aller directement chercher 2-3 trucs. Attends, bouge pas, je mets en pause. Donc ça, on l'a vu. Alors voilà, bah oui, on en est là. Donc le chant des sirènes, dit-il, de la bête est que la politique sacrificielle doit s'abattre sur le peuple, tandis que les cavaliers de la guerre et de la pandémie crient tous qu'une ère apocalyptique approche. Donc il explique que nous pouvons identifier ça comme un syndrome collectif similaire à la folie des sorcières du 14e au 17e siècle, si tu veux. Mais aujourd'hui, le phénomène alors, comment il s'appelait déjà? W.B. William B. Yeats nommé la bête totale, avec son regard vide et impitoyable comme le soleil, mieux connu sous le nom de idéologie. C'est là-dessus qu'il va accrocher son attention. C'est très intéressant d'ailleurs. Donc là, la question, c'est que les gens sont en train de se confronter à leur propre idéologie. En tout cas, celle qui les a dirigés jusqu'ici. Le mot idéologie est souvent utilisé comme un synonyme de idée politique, une corruption du langage qui dissimule son caractère fondamentalement antipolitique et totalitaire latent. L'idéologie est incapable de traiter les êtres humains comme des participants distincts à une vie sociale partagée et apolitique. Là, il va y revenir après de différentes manières. L'idéologie du woke, par exemple, d'aujourd'hui, voit plutôt les associations humaines comme des groupes sur lesquels il faut agir. Elle est explicitement anti-nationale, anti-souveraine, anti-religion, traditionnelle, anti-culture, traditionnelle, anti-infrastructure nationale, anti-famille. Bref, c'est woke. Le terme idéologie a été inventé pendant la Révolution française par Antoine Destutt de Tracy, un philosophe matérialiste anticlérical qui concevait l'idéologie comme une science sociale des idées qui détaillerait la construction d'une société rationnelle et progressive, gouvernée par une élite éclairée dont l'expertise technique justifierait sa prétention à gouverner. Lui, il était plutôt du genre élite éclairée. Et là, tu vois bien qu'il va nous... on voit bien vers quoi ça va nous mener, cette réflexion. Si vous ne le sentez pas venir, attends 2 minutes, tu vas voir. C'est le contour de l'idéologie, c'est là qu'il faut lire texto le truc, parce que je l'avais mis là aussi. Jusqu'à voilà l'essentiel. Ce contour de l'idéologie européenne, tels qu'ils sont apparus au cours de l'ère révolutionnaire française, ont été largement dessinés par les Franks au cours de la période précédant et suivant Charlemagne. C'est alors qu'est apparue la doctrine de la supériorité raciale, les autres étant des barbares et païens, et ils ne servaient que d'esclaves, encore s'ils étaient en forme, s'ils avaient les dents bien attachées et tout. C'est également à cette époque que l'expansionnisme extérieur et prédateur, les croisades, puis le colonialisme, s'est ancré dans la psyché européenne. Et donc, cette idée-là, franque, naissante, était le précurseur de ce que nous, Européens, sommes aujourd'hui, le sentiment de supériorité absolue. C'était là qu'il voulait en venir. L'appartenance à une caste d'élus, la fracture entre les classes sociales en Europe, tout cela détermine les actuels fardeaux terribles venus de l'époque totalitaire. Ça,
C'est une première très bonne description euh, du gros problème psychologique dans lequel l'Occident s'est retrouvé coincé. Euh, Notamment, comme je le fais remarquer dans mes commentaires, c'est parfaitement connecté à ce que on a l'habitude d'expliquer à ce moment-là pour parler de ça. L'école scolastique a été fondatrice de la pensée occidentale. Notamment, elle a consisté à avoir des idées arrêtées surtout et ne pas faire évoluer ces idées, rester trouver dans la stabilité, on va dire ça comme ça, et le refus d'évoluer, le refus de toute idée nouvelle en fait, y trouver une forme de dignité. euh, et ça a été très fondateur en fait. Après, dans toute la philosophie et ainsi de suite. Et finalement, aujourd'hui, le principal problème, moi, je trouve, d'après ce que je vois en rencontrant les gens, souvent, la question, c'est la, comment dire, la première impression est la bonne. Ça, c'est une expression typiquement occidentale, parce que dans la façon de fonctionner occidentale, une idée forgée l'est une fois pour toutes. Elle est définissante de façon générale, donc on peut la généraliser à l'ensemble de la personne ou de la chose qu'on identifie. Donc la première idée la définit entièrement, et surtout cette première idée qui la définit entièrement, elle est définie de façon statique dans toute la vie de la personne, pour toujours et à jamais. C'est son identité, et de même, enfin voilà, ça ne changera jamais. Il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de changement possible, et à aucun moment il est possible de contrarier cette première impression. C'est-à-dire qu'on est souvent dans l'expression avoir l'esprit comme une glace, comme une mouche figée dans la glace. C'est l'esprit figé. Toutes les idées sont figées. Quand on définit quelque chose, c'est la première façon dont ça a été défini qui est la bonne, et toutes les autres, on pourra dire ce qu'on veut, ce sera secondaire. La désinformation fait beaucoup usage de ça. La propagande fait usage de ça. C'est-à-dire que dès le départ, le premier mot qu'on dit pour définir une situation ou un événement, c'est un énorme mensonge. Après, il n'y a personne pour dire que ah non, on s'est trompé. Mais ensuite, les faits et les discours vont totalement en sens inverse. Mais dans l'esprit des gens, ça ne bougera pas. Parce que la première idée est celle qui définit tout. Donc, c'est la façon de fonctionner au niveau psychosocial, carrément. La psychologie collective et la construction de la psychologie de chaque individu qui fait que on a un esprit qui est extrêmement réfractaire à tout. Et dans ce contexte, le totalitarisme a toute l'attitude pour agir avec tranquillité, vraiment sans aucun problème, aucun frein, lui non plus. Et donc Alice demande « Mais je ne veux pas aller parmi les fous, moi !» Et on lui répond « Tu n'y peux rien, dit le chat. Nous sommes tous fous ici, je suis fou, tu es folle. » Et donc, attends, c'est pas fini. C'est une longue construction en fait. L'occidentalisme, c'est une préparation qui s'est faite sur des centaines d'années à habituer de plus en plus les gens à l'acceptation de l'autorité d'une dictature qui n'avait pas besoin de se montrer éclairée au début, mais la Révolution française, il explique après, en gros c'est pas ce qu'il dit textuellement, mais je le rajoute, a rajouté juste seulement une couche de difficulté à la dictature en lui disant qu'elle devait être en plus éclairée, c'est-à-dire qu'elle devait agir bien. Mais en même temps, comme on peut faire croire aux gens ce qu'on veut, comme on peut changer la définition des mots, ce qui est bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on définit comme bien. Mais n'empêche que ça a un petit peu
complexifier le système de dictature et de totalitarisme. Mais ça n'a pas empêché d'exister, ça l'a pas empêché d'exister, c'est clair. Et donc, ce que la Révolution française a ajouté, c'est une idéologie brute à travers le changement radical de relations entre l'État et la société traditionnelle. Rousseau est souvent apprécié comme l'icône de la liberté et de l'individualisme. C'était un mot qui avait une autre signification à l'époque. Et il est largement admiré. Pourtant, nous avons ici une corruption manifeste du langage qui dissimule le caractère fondamentalement antipolitique de l'idéologie. L'idéologie, c'est donc ce qui est, comme il disait tout à l'heure, il parlait d'establishment, c'est ce qui est dogmatique et donc imposé comme idée de société, quoi, les idées auxquelles tout le monde doit adhérer. C'est voilà, un peu le principe. Et tant qu'à faire, Rousseau refusait explicitement la participation humaine à une vie commune, non politique. Il voyait plutôt des associations humaines comme des groupes sur lesquels il fallait agir pour que toutes les pensées et tous les comportements quotidiens puissent se fondre dans l'unité de pensée de l'État unitaire. Bref, c'est de la préhistoire. Tout est confus, mais les intentions sont bonnes, hein. Rien à dire. Mais bon, quand on veut obtenir quelque chose, il faut faire la distinction entre la méthode qui nous permet d'obtenir cette chose, la définition précise de ce qu'on veut obtenir, et en fait, au fond, ce à quoi on pense à travers ce qu'on désire obtenir. C'est tout un cheminement. Mais comme d'habitude dans l'histoire, on commence par le capillotracté et les choses se développent et se complexifient ensuite de façon à ce que les pensées et réflexions qui sont anciennes paraissent finalement très manichéennes et surtout, encore pire que ça, confuses. Là donc il parle de l'État unitaire. État unitaire. État absolu. Et des narratives morales qui fournissent un contexte à des termes bien tels que le bien, la justice et le télos. Bon, c'est comme ce que j'avais dit avant, c'est vrai que la définition du bien, voilà, elle vient de là. Après, pour le reste, je vous laisserai lire le développement philosophique et historique. Si ce n'est au moins pour s'arrêter en passant sur ces deux remarques des Fabiens. Les Fabiens, en fait, c'est une ligne de pensée, de réflexion, héritage jacobin peaufiné par les Fabiens. Et des gens comme H.G. Wells, qui a écrit dans la nouvelle trilogie de la Bible. Alors, c'était ça. Alors, lui, c'est pas très clair ce qu'il dit, en gros. Enfin, si, quand même, un peu. Il est devenu évident que les masses entières de population sont dans l'ensemble inférieures dans leurs prétentions à l'avenir. Et on ne peut pas leur faire confiance autant qu'on peut faire confiance au peuple supérieur. Leur donner l'égalité, c'est s'abaisser à leur niveau. Ah. Et Bertrand Russell, qui en rajoute une couche. Non mais nous on admire quand même si il a dû se rendre compte de ses petites erreurs après coup, enfin après la mort. Mais puis tout le monde, voilà, tout le monde peut se tromper. Hein. En tout cas, il a déclaré les gouvernants scientifiques finiront en un type d'éducation. Alors, c'est bien. Il y aura un gouvernement scientifique dans le futur. Oui. Non, hein, mais c'est vrai. Après, leur façon d'agir, etc. Lui, on peut voir à quel point il était déjà lui-même embrigadé dans la culture occidentale, en essayant d'imaginer une évolution et donc une exagération et de renforcer le contraste des motifs de fonctionnement de la société dans laquelle il vivait à l'époque. C'est-à-dire simplement il prolonge
la ligne droite, on a 2 points et on essaye de tracer la ligne, eh ben, on trace une ligne, et voilà quoi. C'est très rapide à faire comme calcul, donc tu peux prévoir le futur d'après ce que tu peux comprendre du présent et ce que tu as observé dans le passé. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est une projection qui consiste à, démontrer pour l'historien que nous sommes, du coup, maintenant, que sa vision de la société et du futur est complètement embrigadée dans une façon de penser, dans un paradigme qu'il ne contrôle pas, ne domine pas, et surtout, que ce qu'il croit être la vérité et le futur est en fait la projection d'une image de sa construction psychologique, telle qu'il la connaît vaguement et telle qu'il en ignore les fondements dans la plus grande partie. Et en fait, c'est ça la société dans laquelle on est actuellement. Et les projections qu'on a de l'avenir, qu'on a actuellement, des projections qui sont fatales, totalitaires, terrifiantes, la faillite, la guerre, la famine. Ces projections sont celles qui sont données par la continuité de notre fonctionnement et donc la continuité de notre construction psychologique telle qu'elle est actuellement. Donc il n'y a rien d'inéluctable là-dedans, c'est la bonne nouvelle du jour. Ce qu'il faut changer, c'est le monde. Ce qu'il faut changer, c'est la construction psychologique, la vision du monde. Là-dessus, la conclusion de cet article va être assez lumineuse. Là, donc, dans cette partie-là, le mystère Bertrand Russell a expliqué, ça c'est très connu comme petite citation, les gouvernements scientifiques fourniront un type d'éducation aux hommes et aux femmes ordinaires et un autre à ceux qui doivent devenir les détenteurs du pouvoir scientifique. Les hommes et les femmes ordinaires devront être dociles, travailleurs, ponctuels, insouciants et satisfaits. Parmi ces qualités, le contentement sera probablement considéré comme la plus importante. Tous les garçons et les filles apprendront dès le plus jeune âge à être ce que l'on appelle des coopératifs, c'est-à-dire à faire exactement ce que font les autres. Qu'est-ce qu'il est bête. L'initiative sera découragée chez ces enfants, ça c'est vrai, c'est ce qui se passe volontairement, hein. Et l'insubordination, sans être punie, sera scientifiquement entraînée hors d'eux, d'où l'expression. Elle a dû exister qu'une seule fois, cette expression. Juste pour dire que déjà, sur le fait de enseigner dès le plus jeune âge à être coopératif, c'est juste pour dire que c'est un petit peu ce que veut la nature à la base quand même. C'est parfaitement consistant, comme c'est même pas une volonté, c'est comme ça que la santé mentale fonctionne le mieux. Donc c'est parfaitement cohérent, très bien. C'est une description, c'est même pas la peine de le vouloir en fait. C'est si tout va bien, tout se passe comme ça. Il y a des pays où c'est plus développé que d'autres, hein, donc le sentiment de servir les autres, d'être au service, d'avoir l'esprit de service, voilà, c'est très important, pas en Occident en tout cas, mais bon, c'est bien. Par contre, à l'inverse, décourager l'esprit d'initiative et le faire s'enfuir progressivement, ça c'est la fonction première de l'éducation nationale, c'est ça. Pas d'imagination, pas d'initiative, rien. Si tu sors de la ligne, c'est mal. Rien que le fait une petite parenthèse, j'ai appris ça l'autre jour. Rien que le fait d'apprendre par cœur des choses en les répétant dans sa tête, c'est une cause de traumatisme qui stérilise totalement la capacité à apprendre facilement les choses. Voilà ce que ça fait. Bref, c'est le totalitarisme light, c'est-à-dire qu'il est instillé gentiment. Et donc l'idéologie woke suppose que les associations organiques naturelles en tout cas quand elles sont enracinées, ne peuvent pas soutenir une bonne société. Ce qui est naturel, ça marche pas. C'est mal. Et donc il faut nettoyer tout ça,
du haut vers le bas. Évidemment, c'est aussi un petit peu comment dire, concomitant avec, c'est un peu la preuve en fait que l'ensemble du système est mauvais et non fonctionnel. Parce qu'il parlait tout à l'heure du plus haut niveau d'intérêt pour les gens, c'est qu'ils soient satisfaits. Voilà, attends, c'est quoi? Là, le contentement sera probablement considéré comme le plus important. Mais je vous signale que le plus important, c'est la fonctionnalité des choses. Mais oui, mais à quoi ça sert sinon, hein? À quoi ça sert d'être content s'il n'y a pas une fonctionnalité? Ah, ça c'est une vaste question. Normalement, être content, c'est typiquement dans les droits de l'homme, c'est être assouvi, c'est l'accomplissement de soi, l'épanouissement. Voilà. On ne va pas chercher une fonctionnalité à l'épanouissement, c'est final comme objectif. Ça fait partie de la raison de vivre et tout ça. Donc c'est bien. Non, mais en soi, c'est donc très bien. Il n'y a pas à redire là-dessus. Par contre, quand il est question de mettre sur le plus haut degré de l'intérêt dans la vie en général, le fait d'être insouciant et satisfait, et mettre ça en priorité par rapport à tout, je veux dire, de quelle échelle il parle à ce moment-là? On ne parle pas d'une échelle technique, on ne parle pas d'une construction d'un système qui fonctionne, on ne parle pas d'une technologie, on ne parle pas d'une... ouais, bon, voilà. Ne serait-ce que les choses les plus basiques qui font que on peut recevoir de la nourriture, et ainsi de suite. C'est pas d'être en tout parfaitement satisfait au premier degré. En fait, l'Occident, il a cet énorme problème psychologique-là, qui est de confondre ce qui devrait être obtenu par émergence avec ce qui devrait être obtenu objectivement. On ne peut pas vouloir objectivement obtenir quelque chose qui normalement s'obtient par émergence, c'est-à-dire en faisant tout le vrai travail qu'il y a à faire pour que ça vienne. C'est le bonheur, par exemple, la recherche du bonheur, c'est pas un objectif, c'est pas un produit, c'est pas quelque chose qu'on désire et qu'on prend et qu'on obtient. Il faut vraiment être complètement débile pour croire ça. Mais c'est ça qui est vendu avec les objets en plastique divers qui sont vendus. Le bonheur, ou avec les voitures, on vend le bonheur. Avec les politiciens, tu achètes du bonheur, tu votes pour le bonheur. Votez pour... je vais mettre ça, moi, quand je vais être président de la République. Votez pour le bonheur. Vous aurez tout gagné, c'est sûr. Alors c'est sûr, il n'y a aucun problème. Mais si, le problème c'est que les choses qui s'obtiennent par construction s'obtiennent avec plus de certitude et de façon plus enrichissante. Et surtout, les choses qui s'obtiennent par construction, on peut critiquer la façon dont elles sont obtenues, et on peut critiquer ce qui est obtenu, et on peut critiquer ce qui est obtenu aussi sans faire exprès. Parce que quand on obtient les choses par construction, on produit des résultats, et parmi ces résultats, il y a celui qu'on escomptait peut-être au départ, mais il y a aussi ceux qu'on n'escomptait pas. Le principe de l'émergence est extrêmement intéressant à étudier. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'était pour dire que voilà, quel est le but de la société actuelle, c'est-à-dire quel est son résultat, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, ce sont des déchets, c'est la pollution et la destruction. Donc le but de la société est de produire des déchets et de détruire la nature et de terminer l'évolution de l'humanité. C'est ce qu'il fait effectivement. Donc on peut considérer que c'est son but, parce que c'est ce qu'il fait. Et même si on n'est pas conscient, et si son but c'est le bonheur, derrière, la trace qu'il est laissée, c'est celle de la réalité. Et
Voilà la grande différence encore entre c'est le problème, le fameux grand problème de l'Occident et d'ordre ontologique. C'est la définition de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qu'est la réalité? Est-ce que c'est une construction psychologique? Oui, ce n'est qu'une construction psychologique. Est-ce que ce sont des choses concrètes et vérifiables? Oui, oui, tout à fait. Mais les deux sont contradictoires? Oui, tout à fait. Parce que au niveau ontologique, il y a des discernements à faire, des distinctions élémentaires qui n'ont pas encore été faites. Et il y a encore du progrès à faire là-dessus, les gars. C'est pour dire ça. Bon. Voilà l'essentiel. Notre désorientation et notre sentiment de perdre la raison ne sont pas sans rapport avec le stress psychique lié à l'adoption d'une idéologie qui prétend être exactement ce qu'elle n'est pas. Ou, en d'autres termes, qui proclame la liberté et l'exigence de l'individu alors qu'elle dissimule à peine son étatisme absolu. Tu comprends qu'on est toujours dans ce même problème. Tout le speech que je viens de faire, j'étais parti dans mon speech en parallèle, et ça retombe pile poil dessus. C'est la même chose, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une disjonction logique, et il aurait dû faire appel à ce terme dans cet article pour en parler, et même le grand classique, la dissonance cognitive. Voilà, c'est ça. T'as d'un côté la psychologie et la perception psychologique de la réalité, et d'un autre côté la vraie réalité, dont on ne peut que constater la réalité, et les deux ne collent pas. Et il n'y a pas de cohérence, il n'y a même pas d'accroche, il n'y a même pas d'emprise sur les choses. La seule emprise qu'on peut avoir est de nature psychologique. C'est en modifiant la conception, la définition des mots, etc., qu'on peut essayer de faire coller un peu la réalité avec ce qu'on espère de la réalité. Le rapprochement entre les deux se fait par des manières de plus en plus effarantes, aberrantes, stupides et révélatrices d'un fonctionnement qui était déjà là avant, mais qui n'avait pas lieu d'être analysé parce qu'il n'y avait pas tant de distance que ça entre la réalité et la façon dont on se figure la réalité. Mais aujourd'hui, vu que les deux voix, elles se... Attends, je fais là. Elles se séparent, entre les deux, il y a des grands liens qui se forment, il y a des grands écarts qui sont faits, et au fur et à mesure, ces écarts éclatent, se déchirent. Et où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va dans le psychique total? Donc, est-ce qu'on va dans le suicide? Où on dit non, 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 je vais rester dans mon monde et j'en ai plus rien à foutre de la réalité? Ou est-ce qu'on dit, bon, ok, il se pourrait que il y ait des conceptions qui soient éclairantes et qui puissent me remettre les pieds sur terre et me reconnecter à la réalité. Voilà le problème de l'Occident, j'allais pas dire de l'humanité, mais de l'Occident en particulier, c'est ça son problème. Il faut reprendre le contact avec la nature, les pieds sur terre, ça veut dire la réalité, la rationalité, le rapport aux gens, voilà, le rapport à la vérité, en fait, c'est ça. Le rapport à la réalité, c'est un thème psychologique qui a dû prendre des milliers de bouquins, au moins. Donc ceci pour nous ramener à l'article du Télégraphe cité plus haut, où il reprend sa citation. Il n'y a pas non plus d'explication à ce fiasco, à part les 36 000 que je viens de vous donner, si ce n'est des décennies d'hypothèses erronées et de faux pas politiques d'autres classes dirigeantes. Moi j'avais plutôt dit des mauvaises décisions successives. Le carnage est déjà là, on ne va pas y réchapper. La situation difficile à laquelle nous sommes confrontés est susceptible de changer la donne. Nous commençons à peine à comprendre à quel point
les années seront imprévisibles et à quel point nous sommes mal barrés en fait à affronter les conséquences. Et bref, l'auteur a raison, avais-je pris dans une citation. Il y aura des protestations. Ah oui, c'est là. Il va y avoir un chapitre 3, hein, je suis désolé. Je n'ai pas que ça à faire non plus, mais bon, on va être obligé de le faire. Parce qu'il disait quoi avant? Nous commençons à peine à comprendre à quel point les prochaines années seront imprévisibles, à quel point nous sommes mal préparés à affronter les conséquences. Cela peut sembler être un pronostic sombre, mais en particulier en Grande-Bretagne, nous avons l'impression d'être entrés dans le dernier axe d'un système économique qui a manifestement échoué, et il est clair, plus clair que jamais, que le roi est nu, qu'il n'y a plus d'empereur, et il n'y a plus de vêtements, et qu'il n'y a plus de narrative non plus pour nous distraire. Et surtout, c'est ça le truc, c'est que oui, il y aura des protestations publiques dans certains États, peut-être plus que d'autres, de la désobéissance civile, oui, il va y en avoir, tel que déjà lancé au Royaume-Uni, chapitre 3, voire plus loin. La campagne Don't Pay, ça c'est bien ça, c'est toujours bien de ne pas payer, qui exhorte les gens à se joindre à une grève de non-paiement massif des factures. Faut pas foutre la merde en plus, hein. Tant qu'à faire. Voilà, le premier signe de riposte, il s'agit toutefois d'une première étape, oui d'accord. Lorsque les autorités financières occidentales déclarent qu'elles accueillent favorablement une récession pour détruire la demande et ainsi réduire l'inflation, et cette déclaration implique la conviction que de l'élite, très important, attention, surlignage, stabilo boss, etc. Cette déclaration implique la conviction que l'élite, la conviction de l'élite, pardon, que la protestation peut être et sera écrasée avec succès. Là, on a un truc, mon gars, qui est extrêmement important. Ben, j'y avais pas pensé, hein, mais c'est extrêmement important. Tout indique qu'une répression impitoyable, violente et administrative du désarroi, une répression du désarroi populaire est d'ores et déjà envisagée. Ça, je vais les mettre dans mes citations de l'article en bas. De temps à autre, au cours de l'histoire, les humains ont éprouvé le sentiment profond que leur vie était en quelque sorte creuse, que rien ne se réalisait et que le monde qui les entourait était factice, en quelque sorte, illusoire et vide de sens. Comme disait Alice, mais comment savez-vous que je suis folle? Parce qu'au début, tout à l'heure, elle dit, mais oui, mais si t'es là, c'est que t'es folle. Mais comment vous savez que je suis folle? Bah, tu dois forcément l'être, sinon tu serais pas venu ici. C'est bien, c'est joli, ça, j'adore. Elle a touché le miroir pour traverser... voilà, pour traverser le miroir, elle a traversé la frontière, elle est arrivée dans un autre monde, et le monde des merveilles, etc. Le monde imaginaire, le monde psychologique, le monde de la construction psychologique absolue. Et le fait qu'elle ait fait ça, si elle n'avait pas été folle, elle se serait dit, c'est quoi ce truc, je m'en bats les couilles, moi, c'est un miroir, je m'en bats la race, vas-y, je me casse. Mais non, elle a été curieuse, elle a voulu toucher le truc, elle s'est dit, tu veux voir ce truc là, oh c'est joli, tiens, allons voir, oh bah oui, allons voir, soyons curieux, explorons le monde, soyons vivants. Ouais, voilà, c'est qu'elle est folle. Voilà, donc nous avons une idée claire de l'événement et de l'expérience répétée du vide. Ça, c'est parce que c'est la peur du vide, en fait, le fait d'arriver dans un monde où on ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est l'insécurité et la peur associées au vide qui font la torpeur qui s'estompe. Et que les gens
éclate en désordre rebelle. Ok, d'accord. Mais il y a une autre difficulté majeure. Oui, bah oui, la première en était une. Et là, j'aime bien ce qu'il dit, c'est quand, même si les portes de la perception étaient nettoyées, c'est sûrement donc une expression de Huxley. C'est intéressant cette expression, nettoyer les portes de la perception. La perception de la réalité, c'est ça le problème majeur. Même si ça marchait, même si on arrivait à faire ça, ce qui ne peut être fait que par la pratique et l'exercice d'être confronté à la réalité, hein, c'est pas magique. Mais bon, même si on pouvait le faire par anticipation, parce que ce sera fait à la fin de toute façon, c'est qu'il n'y a pas de ici et de là, d'accord. Il n'y a pas de là et de ici. Il n'y a pas de conceptualisation précise de laquelle on puisse dire voici où nous devrions aller. Et là, c'est l'idée la plus importante, et ça va se finir là-dessus, celui-là, cet article. Il n'y a pas de, au moins, enfin tout du moins, il n'y a pas de nulle part qui ait un sens pour ceux qui ont déjà à moitié qui sont déjà à moitié paniqués, parce qu'ils perçoivent comme l'attaque de tous les repères qui leur a permis de vivre leur vie jusqu'ici. Les repères s'effondrent, la réalité s'effondre sous les pieds. Et qu'est-ce qui se passe quand le sol disparaît? Qu'est-ce qui est à la place du rien? À la place du nulle part, il appelle ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de nulle part. Mais surtout, même en ayant un joyeux esprit de programmeur qui consiste à remodeler la réalité, assembler différemment les mêmes choses pour obtenir un autre résultat, jouer au Lego par exemple, même si on a cet esprit-là, même si par miracle, il y en a quelques-uns qui ont l'esprit de reconstruction, de réassemblage de la réalité. Il ne s'agit pas non plus, pas la peine de créer ou d'inventer des choses, il s'agit juste de réassembler différemment la réalité pour obtenir une autre émergence. Et même si on a cette capacité, ça c'est pas un truc qu'il dit, mais c'est pour arriver à ce qu'il dit, ce dont on a besoin, c'est d'un voici où nous devrions aller, voici ce que nous devrions faire. Ça n'est pas présent dans l'esprit des gens, l'esprit populaire, l'esprit collectif, l'esprit du ici et maintenant, l'esprit de la société dans le présent, l'esprit, l'inconscient collectif. Il n'y a pas cette chose. Pourquoi ? Parce que cette chose, le là où nous devrions aller, c'est un rêve, un espoir, c'est porteur d'énergie, d'une immense, infinie quantité d'énergie. Si tu donnes un où nous devrions aller, l'énergie développée sera infinie. Les gens vont tous se mettre au boulot tout de suite et ça va être obtenu dans les 8 secondes qui suivent. Il suffit juste d'avoir un où nous devrions aller. Il faut que ce soit exprimable par une idée simple, au cours d'une conversation, transmissible entre les gens. Oui, mais quand on aura ça, voilà. Ah ouais, d'accord, ça me motive. T'as raison, on va le faire. Il faut donner le ça. Ce vers quoi on va aller. C'est quoi ce vers quoi on va aller? Il faut que ce soit une idée claire, il faut que ce soit de l'évidence, il faut que ça tombe sous le sens, il faut que l'on ait envie, que ça fasse rêver et que ce soit apporteur de solutions. Que rien que le fait de prononcer le mot, ça te guérisse. Voilà, c'est ça, l'avenir qu'on cherche. La question c'est, on cherche un avenir. Et la réponse, si vous la cherchez, je vais vous la donner. Tu regardes Star Trek, voilà, c'est vers ça qu'il faut aller. Mais moi, c'est parce que je vois à travers Star Trek énormément de choses qui auront progressé dans les relations entre les gens, dans la conception des choses, de l'avenir. Tu vois, dans Star Trek, ils n'ont pas d'argent. Tout est automatisé, tout est naturel. Ils s'occupent des choses importantes, ils s'occupent des histoires, des affaires, ils s'occupent des aventures. Mais tout le reste de ce qui soutient la civilisation en fonctionnement, en vie, etc., tout le socle de leur société, il est entièrement automatisé. La question ne se pose même pas. Si jamais tu es vraiment bête et mauvais,
la société a un rôle pour toi. Et tu seras heureux. Si tu veux faire des choses et tu veux partir à l'aventure, ok, tu fais deux, trois machins, tu suis l'école, tu es sélectionné. Ouais, bon, ça c'est parce que c'est encore primitif, mais bon. Euh, Il y a un monde qui est possible, il y a un avenir qui est possible, il est dans les étoiles, c'est sûr. Il y a quelque chose dont on peut rêver. Et ce dont ont besoin les gens, c'est de rêver à un avenir, d'avoir quelque chose qui les fasse tenir. Et qui leur dise, ben voilà, si on s'organise vraiment pour ça, on peut y aller, quoi, on peut le faire. Mais bon, ce sont des choses qu'on obtient par émergence, pas des choses qu'on obtient en poursuivant des buts objectifs et en éliminant tout ce qui empêche d'y arriver. Donc c'est tout un travail, une conversion psychologique, une réflexion, etc. Et c'est du temps, c'est juste du temps. Et pour donner de la substance et de la consistance aux futures victoires qui vont être obtenues, eh ben, il va falloir quand même passer par la confrontation avec les erreurs qui ont été faites et qui ont accepté d'être faites dans le passé. Et toutes les erreurs doivent être payées. Les erreurs ont été faites en masse sans que rien ne soit payé. Et à un moment donné, eh ben, il faut payer la facture, quoi. Et une fois qu'on aura payé pour les erreurs qui ont été faites, donc souffert, on pourra associer cette souffrance à ces erreurs et donc formaliser clairement pourquoi c'était des erreurs de faire ça et à quoi ça a mené. Une fois qu'on a la raison et ce à quoi ça mène, on peut certifier clairement ce qu'il ne faut pas faire. Ça va être ça l'avenir. Voilà, ça va être un très bon avenir. Et donc, ta phrase de conclusion, c'était que se passe-t-il lorsque les gens s'éveillent à la tromperie du totalitarisme allégorique qui se fait passer pour de la liberté et de l'individualisme, sans parler de démocratie, ça, plus personne n'en parle. Que se passe-t-il quand les gens se réveillent? Et la question devient quelle autre idée, image les gens vont-ils accepter collectivement vers quelle autre idée, image vont-ils accepter collectivement de migrer? Là-dessus, il y a une petite parenthèse à faire, c'est que quand on est dans cette situation où on a perdu son idée, image de départ et qu'on en cherche une autre, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est pas ce que j'ai dit avant, c'est pas de trouver la bonne solution et d'aller vers elle. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est de trouver d'autres idées, images qui sont pires que les précédentes, plus mauvaises, parce que on cherche à fuir une réalité tout en important avec ses bagages tout ce qui a fait pourrir l'ancienne réalité et en l'appliquant de façon forcenée à des situations de plus en plus étroites, étriquées, simples, et en se retrouvant encore une fois dans encore plus la merde. Quand on cherche à fuir un système politique, une idéologie, un truc comme ça, eh ben, on ne fait que de la recréer partout où on va et de la recréer en pire. Et en fait, on fait que de renforcer les caractères nocifs, mauvais de ce qu'on essaye de fuir, jusqu'à ce qu'ils deviennent tellement flagrants qu'on puisse les déterminer et les définir avec clarté et que ça devienne vraiment objectivement identifié comme étant ça le problème. Voilà, les problèmes ne font que de surgir jusqu'à devenir de plus en plus flagrants, jusqu'à ce qu'on veuille bien enfin faire l'effort de les identifier comme tels. Donc ce qui va se passer quand les gens vont fuir vers une autre idée image, ils vont en trouver une plus pourrie encore, et encore plus pourrie, et encore plus merdique. Ça va être ça. Ça c'est le chemin. Donc voilà, l'implication géopolitique est que l'Italie peut migrer vers l'une d'entre elles, par exemple, l'Allemagne vers une autre, la France encore une autre, et d'autres encore peuvent simplement abandonner tout gâchis. Tout ce gâchis de la politique européenne est nihiliste. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ils peuvent partir dans tous les sens, c'est pas grave. Mais cela pourrait-il être ce qui nous revitaliserait? Il pose la question, il se pose la question, alors il la pose.
C'est pas exactement ça, mais bon, ce serait marrant, c'est vrai, si ça se passe comme il le dit, que chacun parte dans son délire, parce que chacun ferait d'autres erreurs encore plus grosses, et autant faire toutes les erreurs tout de suite d'un coup. Le but étant juste de revitaliser notre compréhension, notre perception de nous-mêmes, et le but étant d'identifier ce qui est mauvais, ce qui est pas bon à faire, ce qui a été mal fait, les mauvais choix qui ont été faits dans le passé. De toute façon, c'est pas ça hein, typiquement qui revitalise, c'est pas le fait de se prendre les conséquences de ces erreurs dans la face qui nous revitalise, mais au moins ça nettoie euh, les problèmes. Après, on peut se reposer, et là, on peut commencer à réfléchir, et là, après, on peut se revitaliser. Ce qui revitalise, c'est de faire une synthèse de tout ça, et de dire, bon, ben, non, mais maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va être clair, on va aller directement vers une compréhension, appliquer des principes, on va pas se laisser faire, on va refuser des choses qui appartiennent à l'ancienne époque, et on va résoudre d'une traite, d'un bloc, l'ensemble des problèmes majeurs. Comme ça, on sera tranquille au moins à ce niveau-là. Et après, peut-être on pourra commencer à réfléchir aux choses plus complexes et plus difficiles. Bref, voilà qui nous conduit à nous intéresser directement à la bête de l'idéologie qui, par sa propre ineptie, a, par inadvertance, dépouillé Pandore de son masque, ouvrant ainsi sa boîte. Qui sait quel masque elle portera la prochaine fois. Prochaine fois où on se reverra.